Culture Soccer. Bienvenue à ce nouvel épisode Culture Soccer, hein, le dernier spécial Coupe du Monde féminine France 2019. On est très content de la compétition, on est très content de vous avoir accompagné tout au long de cette compétition. Et vraiment, là, Adi, ça a été... est-ce que tu as aimé la compétition? Ah, c'était magnifique, vraiment magnifique de voir combien ces joueuses sont talentueuses, de voir la progression de certaines équipes, de voir combien il y a certaines équipes qui ont vraiment été mauvaises. En tout cas, plein de rebondissements. Finalement, avec une fin assez logique. Mais n'empêche, c'était beaucoup plus serré que ce qu'on pense pour les États-Unis. Les gens qui vont aller voir juste les statistiques diront « Ah ouais, c'est la 3e année de suite que les États-Unis gagnent la Coupe du Monde. » En regardant les stats, c'est facile à dire, sauf que cette fois-ci, elles ont dû vraiment batailler pour l'avoir, cette Coupe du Monde-là. Oui, en effet. Et avant de tomber dans le vif du sujet, là, je tiens à vous remercier, chers auditeurs, de nous suivre en grand nombre avec ces podcasts spéciaux, que ce soit pour la Coupe du Monde ou la Gold Cup qui vient de se terminer également. Et d'ailleurs, pour parler de cette finale de la Coupe du Monde et tout, on est rejoint cette fois pas par notre ami Georges qui malheureusement est en vacances. Heureusement qu'il est en vacances, il le mérite. Oui, mais je pense à nos auditeurs, mais on a quand même une habituée qui est venue quelques fois durant la compétition. Steph Rad, on est très content de pouvoir t'accueillir. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci, moi aussi, je suis contente d'être là j'étais là pour commencer et là, je suis là pour clore cette magnifique aventure. Ouais, on n'aurait pas pu trouver mieux. Ah, c'est fin. Donc, quand même un épisode chargé. Le sommaire de cet épisode, ça va être, on va revenir sur la finale, parler des Pays-Bas, parler des États-Unis, parler des célébrations qui ont entouré cette victoire américaine. Et pour finir, on va dire notre 11 type de la compétition chacun. On va avoir des formations différentes. Donc, ça risque d'être vraiment intéressant. Mais commençons là, par le match en tant que tel. Une victoire de 2-0 des Américaines. Une belle victoire. C'est tous ces joués durant la deuxième mi-temps. Tout d'abord, Steph, comment as-tu trouvé cette finale entre les Américaines et les Néerlandaises? Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Comme j'avais dit la dernière fois, je m'attendais à ce que les Américaines gagnent. Je pense que tout le monde s'attendait, même s'ils souhaitaient un peu une histoire de Cendrillon avec les Néerlandaises. Par contre, j'ai été étonnée à quel point elles ont tenu le jeu, tenu la pression, les Néerlandaises. C'est la première équipe qui ne se faisait pas marquer dans les 12 premières minutes, je crois, ou 14, même que c'était 0-0 à la mi-temps. Donc, c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Et même, on a vu que leur sélectionneuse a essayé quelque chose de différent parce que Miedema, qui est habituellement en pointe, était plus reculée et elle distribuait le jeu. Et ça fonctionnait relativement bien. Donc, relativement bien dans le sens où elles n'ont pas perdu 5-0 comme les Japonaises il y a 4 ans. Ils n'ont pas gagné, mais je trouve qu'ils ont vraiment ils ont eu fière allure dans cette finale-là. Puis, elles avaient leur place, là, définitivement. J'aimerais juste préciser, c'était 5-2 il y a 4 ans, mais oui, pas 5 buts marqués, effectivement. Pardon. Oui. Non, c'est correct, juste pour que nos auditeurs se rappellent un peu de ça. C'était effectivement 5-2 et je suis complètement d'accord avec toi, en fait, Steph. Les Américaines ont vraiment pressé, puis les Pays-Bas ont su tenir le fort, en fait, et ne pas encaisser de but très tôt. En fait, elles n'ont même pas encaissé de but en première mi-temps. C'est quand même extraordinaire. Tu as parlé un peu du fait du changement tactique de la part de Sarina Wiegman, qui est la sélectionneuse des Pays-Bas. Il y a le premier changement tactique qui était effectivement de mettre Miedema un peu plus loin. Donc, elle jouait en 9,5. Donc, en fait, au lieu de jouer complètement en pointe, c'est elle qui alimentait les deux flèches sur les côtés, même que Beerenstein parfois jouait en pointe aussi. Donc, c'était quand même assez intéressant. Par contre, il y a un deuxième changement de tactique qui a été un peu plus bizarre. C'est que elle a aligné une défenseuse centrale, Bloodworth, au poste de latéral gauche,
au lieu de la défenseuse, la latérale gauche habituelle. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir cette tactique-là. Je pense qu'elle avait déjà identifié que du côté gauche néerlandais, donc le côté droit américain, Tobin Heath, qui était en forme, qui est très bonne dribbleuse, était quand même la joueuse à surveiller. Puis ça a un peu marché. Mais bon, il faut vraiment se rendre compte que cette équipe américaine est quand même extraordinaire. Puis la gardienne néerlandaise, Van Wienendaal, a été immense, mais vraiment immense. Elle a fait des arrêt après arrêt. Elle a été extraordinaire jusqu'à ce qu'en deuxième mi-temps, bon, elle a fait une petite erreur et puis voilà. Exactement, c'est ce que je m'allais dire aussi. C'est une des grandes raisons pourquoi elles sont revenues au vestiaire en n'ayant pas encaissé, c'est leur gardienne, qui a d'ailleurs été nommée la gardienne du tournoi. Mais de l'autre côté aussi, parce qu'ils ont quand même eu quelques opportunités en première demi et la gardienne des Américaines a su faire quelques arrêts. Donc, la première demi a été quand même assez intéressante, là. Les deux côtés ont eu quelques opportunités. Elles défendaient bien de part et d'autre. C'était pas l'hécatombe là, qu'on aurait pu penser juste il y a quelques années. C'est leur deuxième participation en Coupe du Monde, là, le Pays-Bas. Donc, moi, je trouve ça magnifique de voir la progression fulgurante des dernières années de cette sélection-là. Oui, et d'ailleurs, Adi, là, tu le disais, les Américaines, vraiment, là, on a vu qu'ils ont dû se batailler jusqu'à la fin pour avoir la victoire. Et c'est grâce notamment aux Pays-Bas qui vraiment se sont levés durant ce match. Pour toi, qu'est-ce qui manquait aux Pays-Bas pour remporter cette Coupe du Monde, là, et c'est quoi que tu aimerais voir là, dans les 4 prochaines années, là? Tu veux dire point de vue, l'échantillon point de vue des Pays-Bas? Oui, c'est ça. Dans le fond, pour toi, c'est quoi qui manquait aux Pays-Bas pour pouvoir l'emporter dans ce match? En fait, je pense qu'il manquait de l'expérience. C'est aussi simple que ça. C'est une jeune équipe, cette équipe néerlandaise, tandis qu'on en avait parlé en début d'année, en début de compétition, comme quoi l'équipe américaine est quand même très expérimentée. Beaucoup de joueuses, bon, il y a quelques petites jeunes, mais la plupart sont assez expérimentées. Donc, je pense que c'est ça qui manque à ces Néerlandaises, de l'expérience. Et c'est magnifique parce que c'est une équipe, on l'a dit, c'est juste leur deuxième fois en Coupe du Monde. Leur deuxième qualification en Coupe du Monde. Puis là, elles arrivent en finale. Et il y a 2 ans, elles ont gagné le championnat d'Europe. Il leur manque pas beaucoup. Il manque, comme j'ai dit, cette expérience-là. Et ça vient par, bien évidemment, leur championnat local qui est en train d'être extraordinaire, qui est en train de monter de niveau assez rapidement. Il y a des joueuses, mais vraiment très talentueuses dans cette équipe. Puis ça va aller en s'améliorant naturellement, en continuant à développer leur ligue féminine. Oui, effectivement. Et toi, Steph, est-ce que tu es du même avis? Est-ce que pour toi, c'est l'expérience qui les a fait tomber dans cette finale? Oui, d'après moi, je suis complètement d'accord avec Eddie. Je pense qu'elles sont arrivées, elles étaient confiantes, mais il manque un peu d'expérience, un peu. Les Américaines, elles, auraient pu commencer à paniquer justement parce qu'elles ne marquaient pas alors qu'elles ont marqué rapidement tout le long du tournoi, mais elles se sont assis un peu, pas assis, mais se sont appuyées sur cette expérience qu'elles ont de tellement de compétitions internationales. Donc, moi, je vais être curieuse aussi de voir en parlant d'expérience, comment cette expérience de la finale qu'elles ont vécue là va pouvoir peut-être leur servir aux Olympiques l'année prochaine. Donc, voir dans les prochaines compétitions, parce que si leur progression est aussi rapide à toutes les années que ce qu'elle a été dans les dernières années, ça ne sera pas très long là, qu'elles vont détrôner les Américaines. Et d'ailleurs, tu parles des Américaines. Vraiment, là, comme tu disais au début du podcast, vraiment, ils ont eu plus de difficultés que d'habitude en début de match. Et vraiment, ça aurait pu leur jouer dans la tête. Mais finalement, c'est Megan Rapinoe qui les délivre sur penalty. Toi, Adi, vraiment, est-ce que tu as senti un changement de mentalité lorsqu'ils ont marqué le premier but? De mentalité, pas vraiment, en fait. Les États-Unis ont toujours été pareils, en fait. Elles ont eu du mal à finir en première mi-temps, sauf que dans le jeu, dans les occasions, de tout point de vue, écoute, les États-Unis étaient supérieurs dès le début jusqu'à la fin.
Je pense que, bon, après, à force d'être supérieur, des fois, on peut se faire jouer des tours et effectivement, l'équipe en face peut faire une contre-attaque puis marquer. Ça n'a pas été le cas pour les Pays-Bas. En fait, j'ai pas vu de grosses attaques néerlandaises avant très longtemps, en fait. Il y en a eu quelques-unes, mais rien d'extraordinaire. L'avantage, le flow du jeu, tout était à l'avantage des Américaines. En fait, ce qu'il a fallu, c'est persévérer. Et elles l'ont fait, puis c'est encore Megan Rapinoe qui délivre les siennes par un penalty. Oui, ça aurait pu être un but, mais c'est quand même un penalty. C'est quand même un penalty bien amené. Et après, c'est Lavelle, encore une fois. Rose Lavelle, extraordinaire, encore une fois. Elle a été tellement bonne en demi-finale et tellement bonne en finale. Toi, Adi, ici, est-ce qu'il y a des individualités qui t'ont déçu dans cette finale? Des individualités qui m'ont déçu. En fait, contrairement à ce que Steph a dit, moi j'ai été vraiment déçu par Miedema, même si elle a joué un rôle un peu plus reculé. Elle a eu 2-3 occasions, elle a un peu tergiversé, elle a essayé de faire le dribble de trop, elle a essayé de faire un peu trop au lieu de vraiment tenter sa chance. Elle a vraiment cherché le jeu parfait. Deuxième personne qui m'a un peu déçu dans ce match-là, c'est encore une fois Beerenstein. Même si elle est beaucoup plus rapide, elle est beaucoup plus en forme que Shanice Van de Sanden qui a encore débuté sur le banc. Van de Sanden est de loin meilleure. C'est juste que bon, il y a des rumeurs qui ont dit comme quoi elle avait une certaine fatigue mentale et elle était vraiment épuisée. En fait, l'épuisement qui fait en sorte qu'elle ne pouvait pas jouer les 90 minutes. Mais n'empêche, je pense que si Van de Sanden était à 100%, j'aurais aimé l'avoir sur le 11 de départ. Mais c'est ça, en fait, la seule qui m'a un peu déçu, c'était Miedema durant cette finale. Du côté américain, non, je pense que tout le monde a été, toutes les joueuses ont été très, très bonnes. Alex Morgan, qui était un peu moins en vue, à part les demi-finales et la finale, mais durant le tournoi, elle a encore fait un bon match. En fait, même un très bon match. Puis c'est ça. Non, à part un peu, comme j'ai dit, à part un peu Miedema, j'ai pas grande déception. Toi, Steph? Je comprends, oui, peut-être que tu sois déçu de Miedema dans le sens où c'était une des joueuses qui t'avait vraiment surpris, qui t'avait tombé dans l'œil, si on veut, là, durant le tournoi. Mais moi, j'ai trouvé quand même qu'elle a bien fait dans le sens où elle s'est acquittée de nouvelles tâches. Donc, et elle a juste 22 ans. Donc, c'était quand même une grosse responsabilité. C'est pour ça que je disais ça. Moi, de mon côté, bien franchement, j'ai trouvé qu'individuellement, bon, c'était peut-être pas leur meilleur match à toutes. Berenstein, effectivement, aussi manquait peut-être un peu d'expérience dans le sens elle faisait des belles courses, mais ça menait pas nécessairement où elle voulait. Mais globalement, je trouve qu'elles ont toutes fait un beau travail. J'ai pas vraiment de pierre à lancer là, dans ce match-ci, d'un côté comme de l'autre. D'accord. Et est-ce qu'il y a un de vous deux qui veut rajouter quelque chose sur vraiment cette finale en termes de sportif ou Ben, on continue? oui, j'aimerais bien en fait ajouter avoir l'avis de Steph par rapport à la prestation de Rose Lavelle qui pour moi était la joueuse de cette finale-là. Je sais pas ce que tu as pensé toi de cette joueuse-là. Ah oui, clairement, Rose Lavelle, c'était la joueuse de cette partie-là. Mais pour les Américaines, évidemment, oui, Megan Rapinoe, c'est la joueuse du tournoi. Elle les a vraiment transportées sur ses épaules. Mais Rose Lavelle, c'est la révélation de l'équipe américaine pour moi. Et c'est drôle parce qu'il y a des entrevues d'elle qui disaient, ben, il y a 4 ans, moi, j'écoutais la finale de la Coupe du Monde dans une pizzeria en mangeant des frites. Donc, c'est un peu son histoire de Cendrillon à elle. Et je la trouve justement touchante dans sa manière d'être. Là. Elle semble très jeune. Elle semblait en profiter à 100%, mais en même temps, être complètement dans le moment, puis donner son 100%. Et j'ai trouvé ça magnifique à voir. C'est vrai que c'est vraiment une joueuse qu'on a. En tout cas, moi, que j'ai découvert durant cette Coupe du Monde, et vraiment, là, j'ai l'impression que dans 4 ans, elle risque de prendre une place encore plus importante dans la prochaine Coupe du Monde. Donc, ça va être intéressant à voir. Et si on poursuit après les 90 minutes, Steph, vraiment, là, les États-Unis, on peut dire qu'ils ont vraiment célébré à l'américaine. Je ne sais pas si tu veux nous en parler au cas où nos auditeurs n'en auraient pas vu ou entendu parler.
Clairement, je pense. Ben, puis ça m'a fait sourire un peu parce que ça montre un peu la progression ou la popularité du sport dans un sens. Parce que j'ai vu récemment un documentaire avec Michelle Akers, qui est une des pionnières du foot féminin américain, mais toutes nations confondues, qui disait quand elles ont remporté la première Coupe du Monde, ils sont revenus avec des billets en classe économique. Personne ne les attendait à l'aéroport et les gens ne les reconnaissaient pas dans la rue. Ils ne savaient pas qu'ils étaient championnes du monde. C'est tout le contraire pour les Américaines qui en ont vraiment profité. Bon, elles ont célébré là-bas, elles ont pris un avion de Nolisée pour revenir et la parade dans la ville de New York semblait vraiment intense. Il y avait, selon les rapports, environ 300 000 personnes qui sont venues les voir. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles qui jouent au soccer et pour qui l'équipe était une inspiration. Donc, moi, ce que je trouve beau, euh, oui, elles sont exubérantes. C'est une équipe frondeuse, voire arrogante. On leur a reproché ça durant le tournoi. Elles ont célébré fort, avec beaucoup de champagne, etc. Même à un certain moment, elles utilisaient les feuilles de leur recours contre le US Soccer comme confetti. Donc, oui, il y a un côté paradoxalement qui est très justement frondeur, un peu dans ta face, c'est nous les championnes du monde, on est les meilleurs. Mais d'un autre côté, dans son discours, Megan Rapinoe parlait de toutes les différentes, de toute la diversité qu'il y a dans cette équipe-là, des femmes qui sont noires, qui sont blanches, des femmes qui sont lesbiennes, donc qui représentaient un peu justement le peuple américain. Et on voyait que ça avait beaucoup inspiré les jeunes filles. Donc ça, je trouve ça beau. Et pour moi, c'est ça, il n'y a pas juste un angle. On ne peut pas regarder l'équipe américaine en se disant, ah, elles sont uniquement comme ça ou comme ça. Elles sont faites de plusieurs facettes et c'est quelque chose de très fascinant à voir. Mais définitivement, elles vont l'avoir célébré, cette Coupe du Monde. Oui, et toi, Adi, est-ce que tu avais un avis sur le sujet? Bah, écoute, un avis, bah, écoute, c'est les Américaines, là. Tout est fait comme ça. C'est du show business. Bah, comme on le connaît en Amérique du Nord, c'est un peu différent de ce qu'on voit en Europe. Tout passe par le show business, tout passe par des grandes fêtes et ainsi de suite. Puis, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment moins. Je trouve ça, moi, juste assez, ben, assez amusant. C'est juste différent de ce qu'on est habitué de voir dans le soccer. Puis, tu sais quoi? Elles ont le droit, mais elles sont championnes du monde. Elles font ce qu'elles veulent. Puis, c'est ça, c'est quand même bien de les voir aussi contentes et de les voir s'exprimer, quelles que soient leurs affaires qu'elles ont à dire. Là. Mais c'est bien qu'elles se fassent entendre et qu'elles ont leur petit moment de gloire, contrairement à d'autres équipes qui n'ont pas cette chance-là, malgré avoir gagné plusieurs trophées. Je suis sûr que, genre, par exemple, je sais que si vous regardez un peu au début de la Coupe du Monde, l'Allemagne avait fait une vidéo super sympathique en disant les joueuses allemandes ont dit on a déjà été championne du monde, championne d'Europe, ainsi de suite, puis vous connaissez même pas notre nom. Donc c'était un peu ce contraste entre une équipe américaine championne du monde qui est reconnue un peu partout, comme l'a dit Stéphanie, par 300 000 personnes, et une équipe qui a déjà été championne du monde et qui a été championne d'Europe plusieurs fois et qui n'est pas reconnue dans son pays. C'est un bon contraste et puis les Américaines font bien pour le rappeler à tout le monde. Donc voilà. Oui, et l'important, c'est qu'on veut vraiment qu'aux États-Unis et même partout dans le monde, là, on en parle. Et je suis même pas sûr si le 4 ans, comme dirait Steph, là, il y a tellement eu des progrès depuis le début du soccer féminin là, que vraiment que le monde en parle positivement ou négativement, au moins ils en parlent dans les médias de masse. Et ça, c'est vraiment intéressant à voir aller. Et si on Puis d'ailleurs, si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose, moi, une des inquiétudes que j'avais, c'est à tous les 4 ans, on parle beaucoup de foot féminin et tout ça, puis après, ça tombe un peu dans l'oubli. Mais là, il y a eu l'annonce quand même de beaucoup d'investissements, entre autres la sélection espagnole qui a dit qu'elle allait investir beaucoup dans sa sélection, dans les clubs, et aussi même les médias américains qui ont annoncé qu'ils allaient, pour la prochaine saison, transmettre plusieurs matchs de la NWSL, c'est-à-dire de la
ligue du championnat féminin aux États-Unis. Donc ça va être accessible à la télévision parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, ben, ça l'attire du monde et donc que ça peut être payant. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on commence à s'ouvrir à un public qui peut-être regardait pas. Mais là, va pouvoir commencer à suivre un peu plus, à s'intéresser, à connaître les joueuses. Et aussi, ben bon, dans toute la question d'équité salariale, ça va avoir un impact aussi. Si les fédérations font plus d'argent, ils vont pouvoir en redonner plus aux joueuses. Oui, Oui, en fait, pour la NWSL, juste rappeler à nos auditeurs que Culture Soccer suit cette ligue-là très bien grâce à Elodie Touzé, notre rédactrice football féminin. Donc, à suivre sur Culture Soccer tout au long de la saison, bien évidemment. Oui, et si on continue avec notre 11 types de la compétition, il y a vraiment eu des joueuses de qualité. Il y en a eu plus que 11, donc il va falloir se limiter. Mais si on commence par toi, Steph, là, ton 11, premièrement, ta formation, et puis tu peux expliquer poste par poste tes choix. Bon, d'accord. Fait que moi, j'avoue avoir trouvé l'exercice assez difficile, là. Je me suis dit, ah ben oui, il n'y a pas de problème. Elle dit, je vais te faire ça. Puis finalement, ça a été pas mal plus compliqué que je pensais. J'ai fait certains choix. Bon, puis moi, je suis comme ça dans la vie, là. J'ai fait certains choix rationnels en allant regarder les statistiques, tout ça. Et certains choix de cœur et aussi certains choix conscients, là. J'ai volontairement décidé de ne pas prendre de joueuses du Canada, même si d'habitude, j'en aurais mis une juste parce que je les aime bien. C'est comme je les mets en punition, là, cette Coupe du Monde. Ben, elle ne mérite pas aussi. Donc, bon, on non, passe. c'est ça. On va passer, là, mais je veux dire, donc ça, c'est un choix qu'on fait. Bref, moi, dans les buts, bon, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire Van Veenendaal de la néerlandaise était définitivement supérieure aux autres. J'ai trouvé excellente, donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Moi, je suis allée avec un 3-4-3 parce que ben, je trouvais que, tu sais, il y avait beaucoup de force quand même au niveau offensif. Donc, j'ai essayé de voir à équilibrer un peu tout ça. Pour moi, les défenseurs ou défenseuses que j'ai bien aimé, Lucy Bronze, évidemment, en Angleterre, là, c'est ma star de cette ligne-là. C'est la première que j'ai placée là. Elle a été excellente. Tellement d'accord avec toi. Ouais, même si le match de la troisième place, bon, ils ont fini quatrième. Ça a été moins facile pour l'équipe anglaise. Je pense qu'elles étaient déçues et tout ça, mais définitivement, c'est une top 10 des joueuses du tournoi, je pense, peu importe. Ensuite, bon, là, j'ai mis Wendy Renard dans le milieu. Oui. J'aime bien. C'est pas nécessairement son meilleur tournoi, mais là, avec les histoires aussi qui sont sorties de la sélection française, ça semble avoir été compliqué au niveau entre la sélectionneuse et les joueuses. Elle a quand même fait un but. C'est quand même une grande joueuse. Elle est établie. Donc, moi, je l'aime bien de façon générale. Et j'ai choisi Nila Fischer de la Suède. J'ai beaucoup aimé différents matchs. Souvent, elle a été mise pour contrer une joueuse en particulier, que ce soit Alex Morgan contre les Américaines. Et elle avait fait un très bon travail de contrôler là, et de limiter les chances d'Alex Morgan. Donc, j'ai choisi Fischer pour ça. C'est une très bonne joueuse en 1 contre 1, comme tu l'as dit, très, très physique. Et oui, elle a fait un très bon tournoi. Bon, après, elle n'est pas à son premier tournoi, là. Elle est quand même, elle est bien au-dessus de la trentaine, si je me rappelle bien, là. Mais oui, c'est une très bonne joueuse. Donc, voilà pour mes 3 défenseuses. Ensuite, je suis allée au niveau de la ligne de milieu. Là, j'ai eu plus de difficultés. Pour moi, Rose Lavelle était une incontournable. Donc, c'est la première que j'ai placée, définitivement une des grandes joueuses du tournoi. Je voulais aussi mettre Julie Ertz, qui est plus, dans le fond, elle joue un peu en 6, si on veut, ou en 8, mais elle est plus défensive. Et je voulais aussi Aslani, qui, elle, est peut-être plus centrale, mais un peu plus offensive. De la Suède, qui pour moi a fait aussi d'excellents matchs, qui se donne à 100% à tous les matchs. Donc, ça, c'est important. Et qui va bien pour ceux qui se demandent si jamais elle va bien, parce qu'elle a eu un gros problème lors de la demi-finale. Elle s'est pas remise à 100%, là, mais elle est quand même remise. Elle va bien. Elle n'est pas blessée sérieusement. Elle était sortie sur civière, d'ailleurs. C'était inquiétant. Et donc, il me laissait une place. Et là, j'ai réfléchi. J'ai décidé de mettre Spitza,
qui d'habitude est plutôt, elle joue en 6 elle aussi, mais dans certains matchs, elle a été placée sur l'aile et je trouvais qu'elle avait bien fait. Et de façon générale, je trouve que moi, c'est une joueuse que j'avais beaucoup aimée là, dans les matchs que j'avais vus des Néerlandaises. Parfait, Donc, parfait. ça, c'est mon milieu de terrain. À l'attaque, ben, ça a été facile. Hein. Je pense que c'est les positions là, où on avait là, amplement le choix, là, peu importe les sélections. Moi, mon coup de cœur du tournoi, de façon générale, c'est Ellen White. Je la trouve très bonne. Elle sait où se placer. J'ai écrit un tweet à ce propos-là. Je la prends avec l'Impact n'importe quand. C'est rien de très grandiose nécessairement, mais elle sait où se placer quand elle touche le ballon. Généralement, il rentre. J'ai beaucoup aimé son tournoi. L'autre côté, ben, sur l'aile, évidemment, Megan Rapinoe, comment faire autrement, là. Je pense que elle aussi, c'est un peu la reine là, avec son signe de la victoire. Elle a dominé le tournoi et c'est peut-être le dernier où elle va pouvoir dominer autant. Moi, d'après moi, dans 4 ans, elle va peut-être être plus une remplaçante de luxe. Ouais, je pense qu'elle ne sera même pas là dans 4 ans. Elle a déjà 33 ans quand même. C'est ça. Donc, 37 ans, je la vois mal. Bon, après, il y en a qui restent jusqu'à 37 ans, mais je doute fort. Je doute fort. Ça n'a pas l'air d'être trop le style de rester jusqu'à 37 ans. Non, c'est ça. Donc, couronnons-la pendant qu'elle est là et elle a amplement mérité. Et ça, malgré toutes les pressions là, qui venaient de l'extérieur, au niveau politique, au niveau tout, elle n'a jamais refusé d'aller devant la caméra, de s'expliquer. Donc, pour moi, de façon générale, on peut l'aimer ou pas, mais elle a amplement sa place sur le 11, sur mon 11 à moi. Et là, c'est peut-être c'est ma carte bizarre, là, mais je mets Sam Kerr en pointe parce que j'aime cette joueuse-là. Je la trouve belle à voir jouer. Je trouve qu'elle a un bel enthousiasme. L'Australie n'a pas fait le tournoi nécessairement qu'il aurait voulu faire, mais je pense que je la mets là, entre autres, parce que sa marge de progression, pour moi, est encore là et elle va devenir une des meilleures joueuses au monde. De façon, pas juste en ce moment, mais je pense qu'elle va marquer l'histoire du foot féminin et c'est pour ça que j'ai décidé de lui faire une place au monde. Ben, elle a déjà marqué l'histoire du foot féminin. On en parlait dans un de nos podcasts. Elle est meilleure buteuse de l'histoire de la Ligue australienne. Elle a juste 24 ou 25 ans. Elle est aussi la meilleure buteuse de l'histoire de la NWSL à juste 24-25 ans. Donc, elle a commencé à laisser son empreinte. Un très bon 11. Par contre, j'ai juste une question pour toi parce que tu as parlé de Sam Kerr et tu as parlé de Ellen White. Les deux sont un peu attaquantes de points. Donc, il y a une des deux que tu mets à l'aile? Moi, je mets Ellen White à l'aile. Okay. Elle a joué là, quelques matchs. Je pense que c'est pas sa préférence, mais en même temps, je me dis, si je réussis à avoir tout ça sur le terrain, ils vont bien réussir à s'entendre. Pas le choix. Exact. Excellent. Ça. Puis, effectivement, Sam Kerr, elle a déjà commencé à marquer l'histoire, mais comme elle a juste 24 ans, moi, je me dis, je la vois encore plus. Je pense vraiment, là, ça va être une des joueuses, un peu comme Martha avec le Brésil. Je pense qu'on va se rappeler d'elle longtemps. Puis c'est vraiment... c'était mon coup de cœur en partage. Là, je vous en avais parlé au premier épisode. J'ai comme regardé cette joueuse-là. Mais pour moi, à chaque fois que je la vois jouer, j'ai comme encore plus d'amour pour elle. Parfait. Et est-ce que tu veux que je continue à dire? Oui, vas-y, Anthony. Je te laisse l'honneur de continuer après Steph. Parfait. Moi, j'ai choisi d'y aller en 4-4-2. Ma gardienne, c'est la gardienne de l'Italie, Laura Giuliani. Vraiment, c'est surtout pour récompenser cette équipe d'Italie là, qui nous a surpris tout au long de la compétition, qui ont en fait un beau tournoi. Vraiment, là, c'était du soccer italien. Là, vraiment, c'était vraiment pour récompenser la défense. J'ai décidé de mettre la gardienne. En tant que latéral gauche, j'avoue, j'hésitais. Finalement, j'ai décidé d'y aller avec le choix logique avec les vainqueurs. J'ai décidé d'y aller avec Crystal Dunn. Vraiment, là, elle n'a pas fait, selon moi, de mauvais match. Donc, j'ai décidé de la mettre en tant que latéral gauche. Mes deux défenseuses centrales, comme Steph, j'ai décidé de choisir Wendy Renard. Vraiment, là, elle est tellement athlétique. Elle a une tête ou deux de plus que tout le monde. Et vraiment, là, sur coup de pied arrêté, là, c'est une menace permanente. Et vraiment, là, elle mérite sa place. À côté d'elle, à sa droite, j'ai décidé d'y aller avec la défenseuse de la Norvège, Maren
Mgeld, désolé si je rate son nom un peu. Vraiment, un peu comme l'Italie, là, la Norvège a vraiment été vraiment combattante et c'est pour récompenser leur tournoi que je l'ai mis à cette position. Vraiment, c'était l'une des meilleures joueuses de la Norvège et je crois qu'elle mérite sa place dans le 11. Sinon, latéral droit, comme Steph, encore une fois, Lucy Bronze, j'ai vraiment aimé son tournoi. Sinon, Megan Rapinoe, je l'ai mis en tant que milieu gauche. C'était impossible de ne pas la mettre dans notre 11. Elle a tellement dominé cette Coupe du Monde, que ce soit sportivement ou médiatiquement. Je me voyais mal ne pas la mettre là. Mes deux milieux centraux, c'est Samantha Mewis, l'américaine. Je sais qu'elle peut jouer également à gauche, mais j'ai décidé de la mettre au centre. Elle a joué au centre la plupart de la compétition, effectivement, avec Hurts et Lavelle. C'était elle la titulaire. Après, en finale, il y a eu un petit changement où c'est pas elle qui a débuté le match. Mais n'empêche, pas en finale, pardon, en demi-finale, c'est pas elle qui a commencé le match. Puis non, effectivement, elle a fait un très, très bon tournoi. Oui, vraiment. Ouais. Ouais, sinon, celle qui l'accompagne, c'est Amandine Henry. C'est vraiment, la France n'a pas fait un gros tournoi. Certains ont été déçus de la France, mais vraiment, c'est elle qui était au cœur du jeu des Français. Et vraiment, là, elle a un taux de passe assez élevé. Et vraiment, là, si je me rappelle bien, elle a même des buts, des passes décisives. Donc, vraiment, elle a vraiment été complète tout au long de la compétition. À droite, j'aurais pu y aller pour Rose Lavelle, mais j'ai décidé d'y aller pour Graham Hansen, la Norvégienne, qui a également fait un bon tournoi avec la Norvège. Et mes deux buteuses, j'ai Ellen White, comme Steph a choisi, mais j'ai aussi Viviane Miedema, la Hollandaise, là, vraiment pour l'ensemble de son tournoi. Là, surtout dans la phase de groupe, si je me rappelle bien, elle était assez dominatrice. Et pour vrai, là, j'ai aimé ce que j'ai vu. Et même lorsque la sélectionneuse l'a changé de position. Là, donc vraiment, c'est une attaquante complète. Ouais, très bon 11, très bon 11. On voit beaucoup de ressemblances avec les joueuses que Steph a choisies. Moi, de mon côté aussi, j'ai choisi, en fait, tous les trois choisi un format différent. Moi, j'ai choisi un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, comme vous voulez. Moi, c'est une formation que j'aime beaucoup, le 4-2-3-1 d'habitude. Donc, voilà, je vais aller avec ça. Dans les buts, bon, bien évidemment, les deux gardiennes que vous avez nommées ont été très bonnes. Que ce soit l'italienne ou que ce soit, bien évidemment, la néerlandaise. Mais moi, de mon côté, celle qui m'a vraiment impressionné, c'est Ingrid Hjelmses, qui est aussi du côté de la Norvège. Je pense qu'elle a eu un pourcentage d'arrêt quand même très, très grand. Il ne faut pas oublier que cette gardienne-là a 39 ans. Donc, 131 sélections, 39 ans. Je pense que c'était la doyenne de ce tournoi-là, la plus âgée, puis elle a fait une très, très bonne Coupe du Monde. Après, bon, la Norvège, malheureusement, n'a pas pu continuer la compétition et aller bien loin. Au côté droit, j'ai choisi, bien évidemment, Lucy Bronze en tant que latérale droite. Georges l'avait dit dans un de nos podcasts précédemment, comme quoi l'entraîneur Phil Neville avait dit que Lucy Bronze, c'est une des meilleures joueuses dans le monde, peut-être même la meilleure joueuse dans le monde. Si peut-être c'est difficile de dire que c'est le cas, en tout cas, elle n'en est pas très loin parce qu'elle a été extraordinaire. Petite mention spéciale à Ellie Carpenter, la jeune latérale droite australienne qui a été très, très bonne aussi. Comme défenseuse centrale, j'avais envie de mettre Wendy Renard, mais j'étais sûr que vous allez la mettre vous, donc j'ai voulu faire un peu plus original. Puis j'ai choisi, en premier, Stephanie Houghton de l'Angleterre, qui a fait une très, très bonne Coupe du Monde. Après, contre les États-Unis, elle était très physique, elle a eu un carton rouge à la fin, mais elle a été vraiment très, très bonne. Non, pardon, c'est pas elle qui a eu carton rouge, c'est sa compatriote
sa compère en défense centrale qui a eu le carton rouge. En tout cas, Houghton, elle a raté le penalty face aux États-Unis, mais elle a été vraiment excellente. C'était la capitaine de l'équipe d'Angleterre, puis j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a montré. Puis la deuxième défenseuse centrale, et je vais peut-être un peu vous surprendre, mais c'est vraiment l'Italienne Sara Gamma. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Elle n'est pas très grande de taille, et ce qui est très rare à ce poste-là d'habitude, mais elle est tellement mobile, elle a une intelligence de jeu tellement poussée et une très bonne relance. Et j'ai adoré la voir performer avec l'Italie. Vraiment, c'est une joueuse qui m'a beaucoup impressionné. Puis mettre une joueuse assez physique à ses côtés, ça fait un beau mix. Donc, une joueuse un peu plus technique, puis une joueuse un peu plus physique. Puis c'est ça, c'était mon choix de ce point de vue-là. Du côté gauche, c'est une Française, c'est Amel Majri. J'ai adoré sa Coupe du Monde. Elle a été très, très bonne. C'est une des jeunes de cette sélection française. On a parlé comme quoi il n'y avait pas beaucoup de jeunes joueuses, mais Majri a été très, très bonne durant cette Coupe du Monde. Et puis, je voulais la féliciter de ce qu'elle a montré. Au milieu de terrain, j'étais presque comme vous. J'ai choisi aussi Mewis. En fait, j'hésitais entre Mewis et Lavelle. Et finalement, je choisis soit l'une, soit l'autre. Mais les deux ont été très bonnes, même si je suis amoureux de Rose Lavelle, pas personnellement, mais en tant que joueuse, parce que, en fait, j'ai découvert Rose Lavelle surtout lorsque les États-Unis ont joué la Gold Cup face au Canada en finale en 2018. Et c'est elle qui avait marqué le premier but lors de cette finale-là. Je ne sais pas si vous en rappelez. À la 2e minute de jeu, c'était elle qui avait marqué ça. Elle m'avait tapé dans l'œil. Puis ça fait partie de cette nouvelle génération américaine, Rose Lavelle. Donc oui, en fait, j'hésitais entre les deux, mais je vais prendre Rose Lavelle parce que je l'aime trop. Et à côté d'elle, je suis d'accord avec vous deux, Sherida Spitz des Pays-Bas a été extraordinaire. Puis je pense que c'était une découverte. Je la connaissais pas du tout avant. Puis j'aime beaucoup ce qu'elle a montré. Pour ce qui est un peu plus loin, au poste au numéro 10, si jamais vous voulez, c'est une joueuse qui est capable de jouer en tant que numéro 10, mais aussi capable de jouer en attaque. Et pour moi, c'est vraiment, si jamais je connaissais pas bien Sherida Spitz, j'en avais entendu parler quand je faisais mes recherches avant le début de la Coupe du Monde. Par contre, cette fille-là, en numéro 10, je la connaissais pas du tout. J'avais rien lu sur elle. Puis c'est Jenny Hermoso de l'Espagne. Très, très, très bonne joueuse. Elle a marqué des buts. Elle est parfaite en passe. Elle est tellement bonne, tellement versatile, tellement capable de faire beaucoup de choses sur le terrain. Vraiment très, très impressionné par cette joueuse-là. Sur le côté... D'accord avec toi, avec Hermoso. J'ai hésité, moi, de la mettre, elle ou Aslani, là, mais elle a fait effectivement un très bon tournoi, puis elle sortait un peu de nulle part, comme la majorité de la sélection espagnole, là, si on peut dire, mais je pense elles vont faire des belles choses bien, dans les prochaines années. Exactement. On est en train de faire plaisir à Georges. Georges va penser qu'on est en train de lui faire plaisir, mais en fait, c'est pas juste pour lui faire plaisir, mais vraiment, c'est une très bonne équipe. Puis Hermoso vraiment personnifie bien cette équipe-là. Sur le côté droit, et c'est celle qui a été nommée meilleure joueuse espoir de cette compétition-là. Donc, en fait, la jeune joueuse de 20 ans qui est allemande, c'est Julia Gwynn, qui est très, très, très bonne. Vraiment, je pense que c'est une des prochaines stars du soccer féminin. J'ai adoré voir ce qu'elle a montré. Bon, l'Allemagne est un peu déçue durant cette compétition-là, mais s'ils trouvaient 2 ou 3 joueuses un peu du même style que Gwynn, ils seront dans de bonnes mains parce que vraiment très, 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 très bonne joueuse. Sur le côté gauche, je ne peux pas ignorer Megan Rapinoe. Ce n'est pas une joueuse que j'aime beaucoup. Sa personnalité, je ne l'aime pas trop. Je trouve qu'elle est un peu trop extravagante pour moi. N'empêche que sur le terrain, elle est extraordinaire. Elle a été, encore une fois, monter son leadership, juste en marquant tous ses pénaltys, en finissant meilleure buteuse, bon, même si elle avait des pénaltys, en compagnie de sa compatriote Alex Morgan, que je n'ai pas choisi, mais bon, elle aussi, les deux ont été meilleures buteuses. Et aussi, c'est Ellen White aussi qui a été meilleure buteuse. Et enfin, en attaque, j'avais 2 noms
parce que je me dis, je vais choisir un des deux dépendamment de ce que vous choisissez, mais bon, vous avez choisi les deux. Donc, je vais choisir Miedema. C'était entre Kerr et Miedema, mais pour moi, Miedema, à part la finale, j'ai adoré son tournoi et je trouve qu'elle a juste 22 ans, meilleure buteuse déjà en championnat anglais avec Arsenal. Elle aussi, c'est le futur du soccer féminin. Puis, le soccer féminin est dans de très bonnes mains, très, très, très bonnes mains. Puis, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Puis, ce 11-là le montre. Et je pense que nos 11 à tous les trois montrent la quantité de joueuses talentueuses dans cette compétition-là. Oui, effectivement, comme je l'ai dit, là, vraiment, il y a plus de 11 excellentes joueuses. Là. On aurait pu en nommer plus d'une vingtaine si on aurait voulu, même plus. C'est déjà le moment de conclure. Je ne sais pas, Steph, si tu avais un mot de la fin où est-ce qu'on peut te suivre? Moi, je voulais juste vous remercier de m'avoir invité à faire ce podcast-là avec vous. Ça m'a permis de vraiment me plonger peut-être encore plus que juste dans les matchs, mais vraiment d'aller creuser toutes les histoires. Et ça a été vraiment une superbe Coupe du Monde et ça va en progressant. Donc, moi, je trouve ça, je l'ai dit souvent, là, mais franchement, je trouve ça très beau à voir. Puis je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent dans les prochaines années. J'espère juste, et là, j'ai pas le choix de dire, mais j'espère juste que le Canada va être capable de suivre la parade, à tout le moins la suivre, parce que ça a été un peu plus difficile de ce côté-là. Mais sinon, on peut me suivre sur Twitter @StephRad11. Donc, je suis là pour parler de foot féminin, la MLS et tout ça. Et je vous remercie encore de m'avoir invité. Merci à toi, vraiment, Steph, d'avoir répondu à notre appel parce que vraiment, j'ai toujours voulu collaborer avec toi. Puis je pense que c'était l'occasion idéale de le faire. Puis c'était vraiment apprécié de t'écouter, de t'entendre et de discuter avec toi de soccer féminin. Et j'espère qu'on pourra discuter dans le futur proche de la MLS et de l'Impact de Montréal, peut-être à un moment donné. Donc voilà, mais merci encore de t'avoir rendu disponible pour nous. Merci beaucoup. Et toi, Adi, est-ce que tu as un mot de la fin pour vraiment emballer ce beau cadeau qui était la Coupe du Monde? Ben oui, j'ai un gros mot de la fin. En premier, en fait, j'ai plusieurs mots de la fin. Le premier, c'est que le soccer féminin, c'est pas fini. C'est pas une fois aux 4 ans. J'espère que tous les nombreux auditeurs qui nous ont écoutés ont pu voir la qualité qu'il y a dans ce sport-là. Il faut continuer à le suivre. Vous pouvez le faire, comme je l'ai dit, sur Culture Soccer, NWSL qui va être couvert. Vous pouvez aussi suivre les championnats européens, pas chez nous malheureusement, mais autre part. Nous, on va continuer à couvrir les sélections internationales canadiennes et américaines du soccer féminin, comme on l'a fait depuis la création du site le 7 janvier 2019. Donc, ça fait maintenant 6 mois qu'on existe. Continuez à nous suivre, continuez à commenter ces articles-là sur le soccer féminin. Un deuxième côté, j'ai été très content, moi, de couvrir ce sport-là parce que c'est un sport qui m'intéresse beaucoup, qui m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « je comprends pas comment tu es capable de suivre le football féminin. » Ben écoutez, c'est un autre sport. C'est pas spécialement beaucoup essayer de le comparer avec le soccer masculin. C'est pas la même chose, c'est autre chose, c'est un autre mood, c'est un autre style, c'est autre chose. Je peux pas comparer les deux, c'est deux sports presque différents pour moi et tous les deux sont aussi beaux à voir. Puis j'espère que on va pouvoir convertir des sceptiques de plus en plus en couvrant ce sport-là. Oui, et justement, s'il y en avait de vous, là, chers auditeurs, qui étaient des initiés ou des débutants dans ce sport-là, on espère qu'on a pu vous donner la piqûre, cette nouvelle drogue du soccer féminin à travers nos analystes invités, comme Steph, comme Georges, qu'on remercie vraiment de tout cœur. Malheureusement, il n'a pas pu être là. Heureusement, il était en vacances, mais vraiment, merci à lui, un gros merci. Vous pouvez le suivre sur Twitter, vraiment. Là, c'est un des bons experts soccer féminin au Québec et on est vraiment heureux de l'avoir reçu. Merci à toi, Adi, pour tes analyses toujours aussi justes également. Donc, vraiment, et merci à vous, chers auditeurs, là, de nous avoir suivis tout au long de la compétition.
vraiment, là, les podcasts Culture Soccer n'arrêtent pas. On va retrouver notre rythme vraiment hebdomadaire à chaque semaine. On va reparler du soccer féminin très bientôt lorsque les sélections vont reprendre. Parfois, on va parler de la NWSL également. Et comme Adi le dit un peu plus tôt, là, il y a notre chère rédactrice Élodie qui écrit quand même assez souvent sur la NWSL. Là, donc, les passionnés de soccer féminin ne seront pas oubliés chez Culture Soccer. Et sinon, on se donne rendez-vous dans 4 ans pour cette nouvelle Coupe du Monde. Et à chaque semaine pour tout autre soccer nord-américain, que ce soit la MLS, la USL, les sélections, toutes les compétitions continentales, la Ligue des Nations, les qualifications pour les Coupes du Monde masculin et féminin. Donc, merci à tous et on se dit à la prochaine.